Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de Excel Africa Biztech. Je suis Dr JP Mouka, ravi de vous retrouver dans ce parti pris congolais de ce dimanche 4 décembre 2022. Parti pris congolais, on en est à notre 54e numéro. Les amis, bienvenue dans ce numéro. Je suis très ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'espère que vous vous préparez à un lundi tonitruant demain. On est le dimanche 4 décembre, les amis. Pour certains, surtout ceux qui sont en GMT, en TU plus 2, c'est-à-dire Lubumbashi, Johannesburg, voire plus, il va faire un peu tard, mais je sais que beaucoup d'entre vous en ce moment, si vous êtes encore un peu sur vos claviers. Donc, si vous me captez, c'est avec plaisir que je vous reçois chez moi dans mon petit numéro de Excel Africa Biztech où on va parler Congo, on va parler RDC. Ce sera relativement bref, les amis. Bienvenue dans ce mois de décembre aussi. Bienvenue dans ce mois de décembre aussi. On est le 4 décembre, donc on rentre un peu dans cette phase, vous savez, quelque peu, allez, vous connaissez le mois de décembre, c'est un mois souvent un peu contrasté parce que d'une part, avec tout ce qu'il y a comme activité professionnelle, on doit commencer comment dirais-je, à clôturer l'année. Donc, c'est un peu busy d'un côté, mais d'autre part, on prépare les esprits, on prépare les têtes, on prépare les corps à souffler un tout petit peu pendant cette période de fête, à passer du temps avec ses proches, avec ses amis, avec ceux que l'on aime. Donc, voilà, ce sera un mois de décembre relativement différent sur cette chaîne. J'en profite pour dire merci à vous tous qui me suivez, merci à vous tous qui m'encouragez dans ce travail, à travers vos likes, à travers vos commentaires, à travers vos abonnements depuis le début de cette année 2022. Là, on n'en est pas encore vraiment au vœu, on n'en est pas encore vraiment au moment émouvant de la fin d'année. J'espère que j'aurai un numéro où on pourra peut-être passer en revue certains aspects de l'année. Mais aujourd'hui, il n'en est pas question. Aujourd'hui, il est tout simplement question de vous dire que les amis, on est rentré dans une phase, on va dire un peu easy, un peu slow. Donc sur cette chaîne, ce ne sera pas différent. On va commencer à souffler un tout petit peu. Aujourd'hui, par exemple, voilà, je vous fais un petit parti pris congolais, même pas annoncé, sans tambour ni trompette, quelque peu impromptu, mais je vous ai ramassé un ou deux sujets, quelques sujets qui sont à la fois légers, mais aussi différents de notre routine ici. Vous savez, ici, c'est l'espace où nous essayons de décrypter les enjeux de développement et de souveraineté en RDC et en Afrique subsaharienne, notamment à cheval entre la transformation numérique d'une part et le commerce international d'autre part. Mais aujourd'hui, les amis, je vais vous proposer un sujet quelque peu différent. On va parler jeunesse. Vous l'avez probablement vu dans le titre, dans la description de la brève description de cet enregistrement. J'aimerais juste m'étendre sur deux petits sujets qui touchent éminemment, qui touchent très intimement à la jeunesse africaine, la jeunesse en RDC. Et voilà, c'est de cela qu'il sera question. Nous n'avions pas notre tournée africaine hier, samedi 3 décembre. Alors, on va essayer de l'alterner. Parfois, on aura peut-être un seul numéro le week-end. Vous savez, vous connaissez la routine normale. Si vous nous retrouvez ici pour la première fois ou pour la première fois depuis un certain temps, nous avons maintenant une routine de live le samedi, en général, midi 13h, heure de Montréal, c'est-à-dire vous faites plus 6, vous avez heure de Kinshasa, plus 7, vous avez heure de Johannesburg. Nous faisons les samedis une tournée africaine. Tournée africaine, c'est un petit safari où on touche un ou plusieurs pays africains. On touche une thématique qui a trait à la BizTech, c'est-à-dire la transformation numérique, ou au commerce international, donc ou au business. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat récemment, on a beaucoup parlé de tout un tas de choses, voilà. Et les dimanches, c'est une immersion quelque peu congolaise où on parle vraiment d'une thématique souvent BizTech qui touche le Congo, mais parfois ça s'élargit. Je ne vais pas dire ça s'écarte, mais ça s'élargit de la BizTech parce que ça peut être un fait de société, un fait politique, un fait qui touche les institutions et qui aurait pu être différent eu égard à la technologie disponible ou voilà, aux intelligences des uns et des autres, parce que dans mon réseau, je suis quand même fier d'avoir des personnes qui sont à l'aise avec la technologie, à l'aise avec tout ce qui est transformation numérique, à l'aise avec le business. J'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes.
Salut Pascal, merci beaucoup. Je sais que toi, tu es un inconditionnel cette chaîne. Merci infiniment. Donc voilà, si tu as suivi depuis le début, Pascal, et les autres, je vois quelques pouces bleus. On est là pour un peu échanger ce dimanche, prendre la température. Donnez-moi votre température, les amis. Aujourd'hui, c'est quelque peu easy, donc on va pas faire beaucoup de formalités et on va rentrer à ce moment, les amis, tout droit dans le vif du sujet. Alors, le vif du sujet, les amis, aujourd'hui pour moi, vous avez probablement suivi que le président de la République, Félix Tshisekedi, on est en RDC, c'est un parti pris congolais, les amis. Félix Tshisekedi a rencontré la jeunesse de son pays, donc voilà, ses enfants, ses jeunes, la jeunesse de son pays dans un cadre plutôt solennel au Palais du Peuple. C'était le 30 décembre et une rencontre, un forum qui se voulait un peu le rendez-vous pour l'unité nationale, le rendez-vous de la paix et de l'unité nationale, je pense, ça s'est appelé pour être exact. Donc voilà, belle opportunité, je pense assez inédite, je ne sais pas si ça s'est déroulé. Salut, salut Trezeguet, merci beaucoup cher ami, bienvenue, bienvenue. Salut Eric. Alors, je disais que l'événement est quelque peu inédit. Dites-moi s'il y en a eu récemment, mais il me semble de mémoire récente en tout cas que c'est la première fois qu'il y a une initiative pareille où les jeunes rencontrent le président de la République. C'était une rencontre organisée par le Conseil national de la jeunesse, ensemble avec, je pense, l'Union panafricaine des jeunes. Donc voilà, si ça s'est passé récemment, dites-moi en commentaire, dites-moi si ça s'est passé récemment. Je ne sais pas si avec l'ancien président, avant le président Tshisekedi, je ne sais pas à quelle fréquence ça s'est passé, sur quel type d'audience, mais dans un passé très récent, c'était relativement inédit. Donc, du coup, moi, quand j'ai appris, je me suis vraiment intéressé, j'ai voulu voir un peu ce qui allait être dit. Si vous n'avez pas suivi, je vous recommande de beaux discours, de belles perspectives, parce que ça commence toujours par le discours. Ça vous permet de voir, de lire un peu la vision des uns et des autres. Et, et à l'occasion, quelques réalisations ont été égrenées sur base de voilà ce qui est perçu comme réalisation du chef de l'État actuel pour les jeunes, en faveur et pour les jeunes. Et c'était intéressant de les entendre être égrenés. Évidemment que vous avez votre point de vue, les amis. C'est peut-être un peu beaucoup trop enjolivé quand on considère la, allez, je vais dire la détresse, le désarroi dans lequel une très grande partie de nos compatriotes, des jeunes, nagent en RDC. Mais c'était bien de ressortir certaines actions. Par exemple, j'ai retenu, et vous avez probablement retenu aussi, les bus Trans Academia pour les étudiants. C'était une des réalisations sur lesquelles on est beaucoup revenu. On a parlé de service national, vous savez, ce service qui recycle, enfin déjà, ce service qui est là, qui existe depuis longtemps, depuis toujours, le service national, piloté par l'armée nationale, mais qui, depuis quelque temps, a pris une autre vocation à recycler un peu ces jeunes désœuvrés que nous appelons Kuluna. Vous savez, en passant là-dessus, je vais dire que ce phénomène-là, c'est un phénomène, allez, on l'appelle pudiquement Kuluna, on dit que c'est des jeunes désœuvrés, on dit que c'est des jeunes, voilà, mais quand on regarde la violence, quand on regarde la fréquence, quand on regarde le fait que des villes comme Kinshasa, qui de tous les temps, depuis que vous et moi on grandissait, si vous avez mon âge, Kinshasa a toujours été une ville très pacifique. Kinshasa n'a jamais été une ville que moi j'associe à de la violence physique. Parfois de la violence verbale, évidemment. Parfois, vous savez, c'est une ville tellement chaude, tellement bouillante que parfois on se rend compte que voilà, il n'y a pas toujours la courtoisie nécessaire, mais ça ne va jamais plus loin de ma connaissance, de mon expérience. Parfois, c'est très désagréable. Parfois, c'est vraiment, voilà, c'est fatigant, c'est désagréable dans les embouteillages, très peu de courtoisie dans la route. Et on a l'impression qu'il y a une certaine, voilà, les manières, les bonnes manières sont quelque peu édulcorées dans cet environnement-là. Et je ne vous apprends rien. Mais ce que j'aimerais relever ici, c'est que de tous les temps, et moi j'ai vécu à Kinshasa, de tous les temps que vous et moi on a connu Kinshasa, la violence de Kinshasa s'arrêtait au plus, au maximum, à la violence verbale.
Ce qui n'est pas excusable, bien entendu. Mais aujourd'hui, il y a des coins qui deviennent carrément des coupes-gorge au sens littéral du terme. Et ça ne peut pas être acceptable. Mais quand on veut revenir sur les raisons, on se rend compte que ben, ce que nous appelons, vous et moi, Kuluna, un peu pudiquement pour se cacher la face, c'est ce que j'ai appelé récemment dans un de mes posts, je pense que c'était un tweet ou je sais plus sur LinkedIn, j'ai dit, c'est la phase terminale d'une déchéance de la moralité dans notre pays. Parce que ces gens-là, ils sont tous les enfants de quelqu'un. Ces enfants-là, et ça devient de plus en plus jeune, les petits. C'est vraiment, on n'est plus en train de parler des jeunes de 20, 22, 25 ans qui se sentiraient abandonnés par la société. Non, la violence descend en âge. On est en train de parler des jeunes de 16, 17 ans, 12 ans, 13 ans même, qui se promènent avec des machettes. Ça sort d'où ça? Pourquoi ils ne sont pas à l'école? Mais ce sont des enfants de quelqu'un, ceux-là. Qui est leurs parents, qui les connaît, qui les a vus. Parce que le truc, c'est que avec tous ces phénomènes sociaux qu'on essaye de couvrir comme on peut, derrière tout ça, c'est il y a des humains qui tolèrent ça. Pour qu'un enfant en arrive à devenir kuluna, comme on les appelle, des bandits, des brigands, des violents, des voyous, mais alors voyous au sens, mais puissance X, c'est que les parents ont failli. C'est que l'école a abdiqué. Parce que quand vous et moi, on grandissait, si vous êtes de ma génération, si tu n'étais pas à l'école, eh ben, les parents le sauraient à la minute ou dès que il fallait amener le journal de classe, il fallait amener le cahier de communication signé par les parents. Mais aujourd'hui, que font les parents? Comment tu peux être parent et ça fait un mois, ça fait 6 mois que ton bambin n'est pas allé à l'école, tu n'es pas au courant. Tu signes pas le journal de classe, toi? Et le professeur, il y a plus de réunion prof-parent. Donc bref, c'est une affaire un peu rocambolesque, mais qu'on a laissé pourrir pendant des années. Évidemment, il y a des aspects sécuritaires, il y a la police, il y a le laxisme de la justice. C'est toutes ces choses qui s'enchevêtrent, mais moi, je m'arrête juste un peu sur le phénomène, le fait que c'est une déchéance, mais alors de toute la société. On arrive vraiment à un stade terminal, là où les enfants de 12 ans commencent à prendre des machettes contre quiconque ils rencontrent sur la route, y compris des aînés, y compris des vieux, y compris des vieilles mamans. On n'est plus à l'étape du pickpocket. Il y avait toujours des coins chauds, que ce soit à Lika, que ce soit à Kinshasa, que vous soyez, je sais pas moi, à Matongé, ou que vous soyez, je sais pas moi, à la Kenya, à Lubumbashi, ou que vous soyez à Kikula, à Likasi, ou que vous soyez dans n'importe quel coin de Bukavu ou de Goma. Dans toutes les villes chaudes, il y a toujours eu des coins un peu, on dit attention, il faut faire attention. Mais on en est à presque conclure qu'il n'y a plus d'endroit sûr à Kinshasa. Ça, c'est quand même terrible. On en est à conclure qu'il faut faire attention quand tu fais une petite balade le long du fleuve, quand tu es seul, quand il commence à faire un peu sombre. C'est tout simplement, on marche sur la tête. Parce que quand tu es à la Gombe, quand tu es à ma campagne, il y a ces quartiers, quand tu es à la cité en Obutu, c'est des coins que moi j'identifie comme des havres de paix. Quand je suis chez moi à Likasi, quand je suis au quartier mission à Panda, c'est des havres de paix. Il peut y avoir une petite tracasserie par-ci par-là, mais je sais pas moi, en Colomoni ou à Tchatchi où, voilà, on va se rendre compte qu'attention, c'est dangereux. Tu es à Panda, tu te promènes, tu es au CLP, tu es en ville, tu es aux Zout. Voilà, c'est un peu ce genre de choses-là qui te fait dire, mais en fait, j'ai l'impression que ce pays-là, on est en train de vivre dans un pays différent. On est en train de vivre dans un pays qui a changé, qui, je ne sais pas s'il redeviendra le même. Pour beaucoup d'entre vous, surtout si vous avez quitté l'endroit où vous avez grandi, quand vous vous rendez dans le coin où vous avez grandi, vous vous rendez compte que les aires vertes, les terrains de foot, les parcs ont été vendus, il y a des maisons construites, donc il y a des bars partout, il n'y a plus de loisirs pour les plus jeunes. On voit les plus jeunes de 12, 13, 14, 15 ans s'adonner aux alcools frelatés. Mais c'était tout simplement pas imaginable il y a encore quelques années lorsque vous et moi, on était encore voilà, adolescents ou jeunes ou jeunes. Mais aujourd'hui, ça devient la norme. Donc, ce que nous déplorons, c'est vraiment un cancer qui est en train de se métastaser dans la société. Donc, bref, c'était ma façon de vous résumer un peu le fait que socialement, franchement, les amis, c'est quand même assez
catastrophique. Voilà, il a aussi été question euh, voilà, de remercier le président de la République pour l'accession au poste de responsabilité de la part de plusieurs jeunes. Vous avez suivi les nominations. Je vous ai fait un numéro, je pense, il y a 2 semaines, que je vous recommande. Parti pris congolais, où on a parlé des nominations des mandataires publics, ce que ça devrait signifier et pourquoi on se limite à l'aspect de la fête et qu'on ne fait jamais de suivi pour que l'on soit digne de la confiance, de la foi qui est mise en nous par les autorités, notamment par le président de la République. Ça ne doit pas se limiter à fêter toute la nuit, recevoir les chefs coutumiers, recevoir tous les chefs du village et recevoir les ressortissants de je ne sais où et les ressortissants de je ne sais où. Et puis à la fin, on s'en arrête là. Quand vous êtes nommé mandataire, c'est une véritable responsabilité qui est mise sur vos épaules. On en a parlé, je vous recommande le numéro, regardez sur la chaîne, c'était il y a 2 semaines. Euh, voilà, donc quelques réalisations comme ça. Sur le plan business, on a parlé de la création de l'ANADEC, qui est l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, parce que entrepreneuriat et jeunesse vont souvent de pair, ça rime vraiment ensemble, entrepreneuriat, jeunesse, et quand on considère à quel point les jeunes congolais sont désœuvrés, c'est quand même assez catastrophique et on ne peut pas parler d'un tel forum sans toucher sur l'entrepreneuriat. On a touché sur le fonds de garantie d'entrepreneuriat des jeunes. Voilà autant d'instruments qui sont relativement jeunes, c'est-à-dire moi je vais plutôt peut-être plaider à l'indulgence, mais dites-moi déjà si vous pensez qu'ils ont fait un bon départ. Est-ce que vous pensez que ces instruments sont là pour vraiment aider les jeunes, les sortir de leur situation actuelle. Là-dessus, par exemple, il y a beaucoup de gens qui, je sais, ne sont pas du tout d'accord avec moi si je veux leur prêter une certaine indulgence. Vous avez tous suivi la vidéo qui a été virale sur le jeune entrepreneur congolais qui, dans son droit de parole, parce qu'on est quand même en démocratie, s'est adressé de manière très directe au président de la République, lui expliquant que voilà, c'est une vaste blague, toute cette affaire d'autonomisation des jeunes, de créer des millionnaires congolais, parce qu'en fait, les seuls millionnaires qui sont créés par la sous-traitance en RDC, c'est les millionnaires sud-africains, chinois, indiens et que sais-je encore. Beaucoup de vérités dites de manière très directe et c'est à saluer, permettre aux jeunes de se défouler dans ce sens face aux autorités sans avoir à craindre que, attention, il y aura kidnapping juste après avoir parlé, il faudra faire un tour à la nerf. Je pense que c'est une respiration. J'espère que ça reste comme ça. Voilà, parce que j'ai aussi suivi beaucoup de commentaires, évidemment, dans, dans toute intervention, de manière aussi publique, il y aura toujours des gens qui diront, mais ouais, qu'est-ce qu'il faisait là? Est-ce qu'on n'a pas, pourquoi les services n'ont pas bien filtré? Moi, je pense que des fois, c'est bien qu'un papa s'entretienne avec ses enfants à bâton rompu et qu'ils lui disent exactement ce qu'ils ont sur le cœur. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là, l'initiative était bien. Maintenant, qu'est-ce qui était derrière? Est-ce que la personne qui a parlé fait partie d'un autre lobby d'intérêt? Est-ce que la séance était entre guillemets infiltrée? Bon, on peut toujours ergoter indéfiniment là-dessus, mais moi je pense que on ne peut pas écouter ce discours-là et dire que la personne a menti. Si vous êtes jeune en RDC aujourd'hui, vous savez que pour la plupart d'entre vous, le chemin est plutôt difficile. C'est un chemin de la croix. Que vous soyez étudiant, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez à la recherche de l'emploi, c'est catastrophique. Donc, qu'il y ait des occasions de se défouler, c'est bien, mais ça ne doit pas s'arrêter à se défouler, juste dire ce qu'on a sur le cœur. Ça doit aussi être suivi de quelques actions. Et donc, nous, jeunes Congolais, vous, jeunes Congolais, nous devrons rester très exigeants envers nos autorités, envers nos leaders, envers notre président de la République, que ce ne soit pas juste des grands messes où on vient faire du tralala, exposer nos sentiments et puis à la fin, rien n'est fait. Et donc, voilà, c'était vraiment quelque chose de bien. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Est-ce que vous y étiez? Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Si vous étiez cette semaine au Palais du Peuple, j'aimerais vous entendre et que vous êtes dans mon réseau. Dites-moi ce que vous avez pensé de la séance. Mais il y a eu aussi des faiblesses qui ont été mentionnées, au-delà de, par exemple, le phénomène Kuluna sur lequel je viens
de m'étendre assez largement, mais il y a aussi la faiblesse en termes d'investissement, tout simplement. La faiblesse en termes d'investissement dans l'éducation, les emplois. Les jeunes Congolais sont désœuvrés en termes d'emploi, en termes d'école. La qualité, ceux qui vont à l'école, c'est pour quelle qualité? Voyez-vous? Parce que la gratuité, c'est une chose et ça ne touche pas les jeunes, en fait, quand on considère qu'elle est gratuite dans le cycle plutôt primaire, donc ça touche les enfants. Et même si ça devait monter, même si aujourd'hui l'université devenait gratuite en RDC, même si le secondaire devenait gratuit en RDC, mais à quelle qualité? C'est quand même tout ça qu'il faut mettre sur la table et c'est de ça qu'il faut discuter. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Aussi, voilà, l'exclusion des jeunes dans plusieurs sphères, les jeunes congolais, on devrait la semaine passée, je vous ai fait un numéro, on parlait du forum économique, Kimvouama qui s'est passé dans le Congo central et j'ai conclu sur une note plutôt emphatique pour dire: «On est chez nous ici, bon sang, on est chez nous en RDC». Donc il faut pas que le Congolais soit toujours, pour emprunter la métaphore qui a été, très bien employée dans le forum auquel je fais référence, et qui se trouve dans mes vidéos de la semaine passée, c'est on ne doit pas indéfiniment rester ces enfants qui mangent dans la cuisine alors que les visiteurs, le tonton qui vient de loin, le cousin très lointain, lui, il mange à la salle à manger. Je précise, je l'ai dit la semaine passée, mais je précise, si vous avez grandi en Occident, si vous avez vécu en Occident tellement longtemps ou à Kinshasa, au Congo, dans des quartiers huppés, où vos cuisines sont très présentables. Voilà, on mange en famille à la cuisine, on dîne à la cuisine. Ben, il faut juste relativiser. Il faut se rappeler que en RDC, en Afrique, en tout cas chez moi, la cuisine, moi, quand j'étais enfant, je mangeais pas à la cuisine. Beaucoup d'entre vous de ma génération, vous mangez pas à la cuisine. On mange à la cuisine quand on veut vraiment être relax. Mais la cuisine, c'était pour la bonne, c'était pour voilà, c'était pour ceux qui n'étaient pas à leur place à la grande table, à la salle à manger. Papa, maman, les enfants, les ayants droit de la maison, ils mangeaient à la salle à manger. La cuisine, c'était un peu, voilà, c'était un peu, c'était un peu un endroit assez low class où il y avait la bonne, le visiteur, les quelques tontons villageois là qui passaient de temps en temps là, il est en train de passer, voilà, hein, enfin, je parle comme ça, mais vous comprenez. Mais quand les enfants de la maison commencent à manger à la cuisine, c'est-à-dire des reliquats, comprenez le symbole, c'est grave. C'est grave parce que quand vous êtes chez vous, vous devrez être servi à la table avec papa, avec maman, c'est chez vous. Alors quand on voit les entrepreneurs congolais qui sont les derniers servis, quand on voit les jeunes congolais qui sont les derniers servis, quand on voit que c'est les Libanais, les Indo-Pakistanais, les Chinois, les Indiens et tous ceux qui trouvent une terre d'accueil en RDC qui sont servis en priorité, ben, ne vous étonnez pas que ça crée un certain ressentiment dans, dans, dans la jeunesse, parce que comment l'hospitalité n'a jamais été une question en RDC. Moi, depuis que je grandissais, on nous disait toujours que notre pays est un pays extrêmement hospitalier, notre peuple est un peuple extrêmement hospitalier. Aujourd'hui que je suis plus âgé, plus mûr dans la vie, je me rends compte que tout ça, c'était peut-être vrai, mais c'était surtout de la foutaise. C'était surtout très dangereux parce qu'un un peuple ne peut jamais se permettre de devenir hospitalier à son détriment. Quand vous devenez tellement hospitalier que tout le monde chez vous se retrouve, sauf vous, c'est qu'il y a un problème. C'est que cette hospitalité-là n'est plus une qualité, ça devient de l'idiotie, de la bêtise et qu'il faut corriger. Et moi, j'ai même préconisé une bonne dose de protectionnisme bien senti, bien pesé, bien dosé, bien calibré, pour que les lois soient en faveur des nationaux d'abord. Évidemment, on n'a pas vocation à être un pays fermé. D'abord, géographiquement, il ne vous a pas échappé qu'on n'est pas une île. On a 9 voisins et un petit accès à l'océan. Donc, on est obligé, condamné à vivre avec tous ces millions de personnes, tous ces différents peuples qui partagent une frontière avec nous. Et donc, c'est des cultures qui se fécondent, qui s'entrechoquent et parfois de manière
très productive. Là, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est quand nous, on devient la porte ouverte, on entre chez nous comme dans un moulin, on est ouvert aux quatre vents, non seulement socialement en termes d'influence de l'extérieur, mais aussi culturellement et surtout dans les affaires, dans le business. Chacun sait que la RDC, c'est l'endroit où on va puiser, on va s'enrichir et puis on n'est pas tenu d'investir localement. On prend et on s'en va. Ça, c'est à l'État. Ça n'est pas au peuple. Les peuples, il peut y avoir des affinités entre eux. Mais l'État doit s'imposer et dire non. Vous ouvrez une entreprise en RDC, voilà ce que les textes disent, voilà autant de Congolais que vous devez employer, voilà ce que le SMIC doit être et pas un centime de moins, etc. Et surtout, parce que ces lois-là, la plupart de ce que je dis, vous me direz, mais ça existe déjà. Évidemment que ça existe déjà. Maintenant, il faut avoir des brigades de suivi parce qu'on a un sérieux problème de suivi chez nous, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez vraiment qu'on est assez bon dans le suivi? Vous pensez vraiment qu'on est assez bon aujourd'hui ou qu'on s'améliore? Peut-être que je suis en train de parler des choses qui étaient vraies jusqu'à très récemment et qu'aujourd'hui, vous vous diriez, ben, non, je pense que les choses s'améliorent dans un sens. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, il y a eu des faiblesses qui ont été évoquées. Il y a eu des forces, certes, bus scolaire, tout ce que je venais d'évoquer, accession, un certain clin d'œil à la jeunesse dans les nominations, même si dans les nominations, il y a évidemment, comme on dit chez moi, à boire et à manger. Mais le fait de voir certaines personnes jeunes, élevées à un certain niveau, ça démontre qu'il y a une certaine ouverture. Très souvent, c'est des pistonnés. Non, on ne va même pas se cacher la face, on se voiler la face. Très souvent, c'est des pistonnés. Essayons de nous éloigner Il y en a un peu marre dans la société avec la République des pistonnés. On est d'accord? Je sais pas, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, vous. Il y en a quand même marre avec la République des pistonnés, la République des fils d'eux, la République des filles d'eux. Je veux bien, moi j'aime bien quand je vois une personne qui excelle, j'aime bien quand je vois un entrepreneur de 25 ans qui casse tout, j'aime bien quand je vois un jeune qui vient d'être nommé à un poste très élevé alors avant ses 30 ans. Tout ça, c'est très bien. C'est même inspirant. Mais chez nous, souvent, il suffit de gratter juste un tout petit peu. Et même pas beaucoup. Juste un tout petit peu. Oh là là là. Quand ce n'est pas évident dans le patronyme, c'est-à-dire le nom, quand tu vois tel nom, ah, c'est aussi le nom de telle personne. Ah, tu fais le lien. Donc, c'est le fils A. Donc, c'est le neveu A. Mais parfois, il n'y a pas de lien visible dans le nom. Mais il suffit juste de gratter un tout petit peu pour se rendre compte que non, c'est le neveu d'eux, non, c'est le fils d'eux, mais il ne porte pas le nom de son père ou ne porte pas le nom de sa mère, etc. etc. Donc, moi, je veux bien que les enfants des riches soient les plus riches, les plus intelligents, les plus créatifs, soient aussi les enfants des riches. Après tout, il ne faut pas toujours faire ce procès-là presque en jalousie pour dire voilà pourquoi. Enfin, quand les enfants n'ont pas demandé de naître. Si vous êtes la fille ou le fils d'un millionnaire, ben, c'est bien pour vous. La loterie a joué en votre faveur ou vos aïeux ont travaillé dur. Vous êtes là pour jouir du travail acharné de votre paternel ou de votre maternel. Ben, c'est très bien. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, parents comme moi, vous travaillez dur pour essayer de mettre nos enfants, nos petits, ceux qui viennent après nous, sur un pied où ils peuvent être compétitifs. Mais quand ça devient exclusivement cela, quand ce gap-là devient tel qu'on a un pays qui n'a presque plus de place pour la méritocratie, ou quasiment lorsque vous êtes pauvre ou que vous n'êtes pas fils d'eux, ou même quand vous n'êtes pas pauvre, vous êtes juste une personne ordinaire, mais qui n'est pas connecté en haut lieu, il y a zéro chance pour vous. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est absolument dramatique et je ne sais pas si vous trouvez ça acceptable. Moi, je pense que ça devrait absolument être corrigé dans mon pays. On est un grand pays, on est un grand peuple. Il faudrait qu'il y ait autant que possible une chance pour tous. Et cette chance-là, ce n'est pas comment ça se crée, c'est en faisant des textes, en faisant des lois, en ayant des brigades de suivi pour que cette inclusivité-là ne manque jamais à l'appel. Et quand les gens sont pris la main dans le sac, quand elles manquent à l'appel, il faut qu'il y ait assez de force pour sévir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je viens de vous livrer ma pensée sur l'affaire. Alors, il y a eu des propositions très concrètes, des propositions qui ont retenu mon attention. J'ai aimé, par exemple, quand on parle de faire un service militaire obligatoire avant l'université. C'était pareil,
c'était comme ça. Mon père, il a fait le service militaire obligatoire. Nos parents, ils ont fait ça. Je sais plus trop bien. Je crois que ça devait être quelque part au début des années 70, peut-être même plus tard. Mais à un moment, ça a été annulé. Dites-moi déjà si vous en savez plus. Quand est-ce que on a arrêté le service militaire obligatoire en République démocratique du Congo? Moi, je pense que c'est quelque chose d'absolument absolument fantastique. Je pense que c'est quelque chose qui, qui vous rapproche aux racines de votre patrie. Je pense qu'il n'y a pas plus patriote que l'armée, parce que l'armée, c'est l'engagement suprême en termes d'humain. C'est, voilà, tu sers sous le drapeau, c'est-à-dire que littéralement, tu donnes ton corps à ton pays. Il n'y a pas plus patriote que quelqu'un qui s'engage dans l'armée. Mais maintenant, il faut un peu moderniser cette notion-là. J'ai entendu même pendant les discours et les allocutions dans ce forum, il faut pas, il faut évoluer et ne plus penser à l'armée que essentiellement le gars avec son petit fusil qui va se faire massacrer à la guerre. L'armée aujourd'hui, c'est tout un corps multidisciplinaire. L'armée, c'est toute une carrière, c'est tout un univers, c'est tout un monde. Dans l'armée, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des gens de métier, hein, métier, il y a tous les métiers dans l'armée. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des experts en santé mentale, il y a des experts en informatique, parce que la cyberguerre, l'armée cyber, c'est aujourd'hui quelque chose d'absolument essentiel et quelque chose, un domaine dans lequel, on en reviendra peut-être dans un numéro dédié, nous, en RDC, on est inexistant. Donc voilà, il faut revenir sur des notions comme ça. Il ne faut pas croire que l'armée, c'est seulement je prends mon fusil, j'y vais avec 90% de me faire abattre de toute façon comme un chien. Non, l'armée, c'est beaucoup de métiers. On peut mettre chacun notre savoir-faire dans l'armée, mais aussi c'est une occasion avant d'aller à l'université, avant de s'ouvrir à l'univers. Vous savez, quand on quitte le secondaire, on va à l'université, on découvre un univers différent. En général, pour la plupart d'entre nous, c'est le moment où on quitte le toit familial. C'est au moment où on va se confronter à des joies, des plaisirs et des challenges de la vie qu'on n'avait peut-être jamais vus parce que avant ça, nos parents nous couvaient, nos parents nous protégeaient. Maintenant, on est you're on your own, on est libéré dans la nature. C'est, à mon avis, un énorme carrefour dans la vie de quelqu'un de se former à la discipline militaire, se former déjà à la défense de son pays, pour comprendre que ce pays-ci, il doit rester inviolable et quiconque oserait le violer me violerait pratiquement personnellement. Je pense que cette association d'idées-là, elle est très forte. Beaucoup d'entre nous, on se dit patriote, mais on n'associe pas la violation de notre souveraineté à notre violation personnelle. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, je pense que l'armée vous donne ça aussi. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'armée, quel que soit votre rôle dans l'armée, quand la souveraineté du pays n'est pas totalement acquise, il y a quelque chose qui vous manque. Soit vous avez l'impression d'avoir failli à votre devoir, soit vous avez l'impression que certaines de vos recommandations n'ont pas été prises en compte, mais en tout cas, vous êtes tout sauf indifférent. Moi, je pense que c'est le sens de patriotisme que l'on devrait réinstiller à nous et à nos plus jeunes. Regarde mon pays, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il ne vit pas en paix. C'est-à-dire, il est toujours en paix à 80, 75, même 99%, peu importe, mais c'est jamais 100%. Vous avez dans un coin du pays des gens qui sont même pas au courant. C'est-à-dire, on lit sur les massacres de Béni, c'est un peu comme si c'était des faits divers. Ça n'émeut plus personne. Ça tient aussi à cette notion de nationalisme. On a comme l'impression, c'est vrai, on lit, parfois on réagit pas, mais dans notre subconscient, on se dit, Béni, c'est un peu loin là-bas. C'est ok, bah, enfin, de toute façon là-bas, les gens meurent toujours. Mais c'est pas normal. Pourquoi ils meurent toujours? Voyez-vous? Pourquoi les enfants ne peuvent pas arriver à un point où on commence à se poser des questions? Les jeunes, on se dit, mais non, c'est pas possible. Moi, aujourd'hui, les Congolais de moins de 25 ans, ils n'ont connu que la guerre. C'est-à-dire, il n'y a pas un, tout Congolais, voire 30 ans, tout Congolais né après 96. On est en 2022. C'est-à-dire, il a 26 ans. C'est ça? J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Non, 80, pardon, 87, 92, 2022, c'est 30 ans. Ouais, 96. Donc, tout Congolais de 30 ans ou moins
n'a presque pas connu la paix totale dans son pays. C'est quand même pas normal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont connu qu'une période de guerre. Peut-être que eux, ils vivaient dans un endroit relativement pacifique, mais il n'y a pas un jour qui est passé sans qu'ils apprennent qu'un de leurs compatriotes est mort, a été égorgé, qu'une de leurs compatriotes s'est fait violer. Parfois, c'est géographiquement loin, mais c'est dans leur pays. Et on en devient comme anesthésié. Vous savez, c'est pas comme les Américains. Les Américains sont en guerre quasiment sans discontinuer depuis 2 siècles. Mais très peu, les Américains, ils sont 30 millions. Les États-Unis, c'est plus, enfin, 300 millions d'habitants aux États-Unis. Mais très peu d'Américains ont déjà vu la guerre. Vous avez vu comment c'était la pagaille lors des attentats du 11 septembre. Vous avez vu le choc. Mais c'était, on ne croirait pas que c'est un État qui est toujours, d'une manière ou d'une autre, en guerre depuis 2 siècles. Pourquoi? Parce que ça se passe loin. Ça se passe loin de chez eux. Ils font une guerre pour une raison ou une autre. Ils appuient une cause qu'ils estiment juste. Leur gouvernement appuie, envoie des militaires. Mais l'Américain normal, il n'a jamais vu la guerre. Il a vu parfois, lorsqu'il a eu la malchance d'être dans une ville ou à proximité d'une scène de fusillade dans une école, événement absolument dramatique, absolument catastrophique, absolument cauchemardesque pour chacun qui, qui a un enfant. Imaginez qu'un voilà, qu'un démon entrerait dans une école, dans un temple du savoir, avec sa mitraillette à la main pour tirer à l'aveuglette. C'est le cauchemar de tout parent. Évidemment qu'il y en a beaucoup comme ça dans, dans les écoles américaines, par exemple, mais et c'est très traumatisant. Mais encore une fois, à l'échelle nationale, l'Américain moyen, il n'a pas idée de ce que c'est que la guerre. Et pourtant, son pays est officiellement impliqué dans une guerre ou une autre, loin de ses frontières. Mais avec les jeunes de mon pays, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire beaucoup de jeunes, beaucoup trop de jeunes, beaucoup trop d'enfants congolais n'ont connu que la guerre. Pour certains, ils n'ont vu que la guerre. Vous avez un enfant, quand vous avez moins de 10 ans et que vous avez assisté à l'assassinat de vos parents, qu'est-ce que ça vous fait dans la tête? Dans un pays où la santé mentale n'a pas encore pris la place qu'elle devrait prendre. C'est des enfants qui grandissent comme ça, qui n'ont jamais bénéficié par après d'un suivi psychiatrique ni psychologique quelconque. C'est des enfants qui grandissent avec des anomalies, des infirmités mentales qui ne sont pas toujours palpables. Et puis ça crée des violents, et puis ça crée des personnes qui sont carrément inéducables. Mais qui a fait un petit rewind pour voir, mais qu'est-ce que cet enfant a traversé dans son jeune âge? Donc voilà un peu, c'est des choses qui sont déplorables, le fait que nous soyons dans un état toujours d'un peu de guerre ou de pas de stabilité totale depuis 30 ans dans notre pays. Et il y a des enfants qui ne connaissent que ça, et ils sont nombreux. Quand vous considérez qu'une très vaste proportion de la population de notre pays, c'est des jeunes, moins de 25 ans, moins de 20 ans. Imaginez, quelqu'un qui a 20 ans au Congo n'a connu que la guerre. Quelle génération on est en train de créer pour ceux qui viendront demain? Pour ce monsieur, cette dame, ce garçon, cette fille, qui seront des messieurs et des dames dans 10 ans, ils n'auront connu que ça. Vous attendez quoi d'eux? Vous attendez quoi d'eux en termes de construire une nation, en termes de pacifier une nation? C'est vrai, un peu de tribulation, un peu de challenge dans la vie, c'est bien. Mais quand vous avez toute une génération de traumatisés, ben là, c'est plus bien. C'est vrai, on a tous envie d'entendre des fois des histoires très inspirantes d'un orphelin qui s'est battu, qui a été adopté et qui, voilà, en dépit de la mort de ses parents, la mort tragique de ses parents, à un âge très jeune, a pu faire quelque chose de sa vie. C'est des histoires qui peuvent inspirer, mais ça doit rester des minorités. Enfin, ça doit rester à chercher à la loupe. Mais vous allez aujourd'hui dans certaines régions de la RDC, vous avez du mal à trouver un enfant qui n'a jamais vu un corps décapité. Vous pensez, ça crée quoi ça comme génération, comme nouvelle génération? Ça crée quoi ça? Vous pensez que ça fera un adulte normal?
avec qui on peut s'asseoir, discuter, planifier le développement. C'est quelqu'un qui est largué dans la société. C'est quelqu'un qui, quand toi tu parles de paix, il te regarde et dit, la paix, je ne connais pas moi. Le seul moyen pour moi de résoudre mes conflits, c'est par la guerre. D'ailleurs, c'est ainsi qu'ils avaient abattu ma mère. C'est ça, ces référents mentaux. Qu'est-ce que les psychologues de mon pays font pour s'organiser? Qu'est-ce que les psychiatres de mon pays font pour s'organiser? Qu'est-ce que l'État met à disposition de tous ces gens-là en termes de services sociaux, de récupération de toute cette jeunesse qui est en train de partir à la dérive? On va avoir on a déjà, parce que ça fait 30 ans, on a déjà 30 ans, c'est une génération des gens qui sont déphasés. Il en faudra encore combien pour corriger le tir? Hmm. Voilà. Donc, quelques propositions ont été faites. Service militaire obligatoire, moi, je pense que c'est plutôt non seulement faisable, mais souhaitable. D'accord. Euh, il y a eu aussi, alors ça, c'est le président de la République qui a lancé un appel vibrant sur la participation massive des jeunes lors des échéances électorales qui arrivent. Et moi, j'aimerais dire que il n'a pas tort. Au contraire, il a même tout à fait raison. Parce que les jeunes, ben, on a le choix. On peut être désœuvré, on peut être complètement déconnecté de ce qui se passe chez nous, dans la gestion de la chose publique. Mais après, il ne faut pas venir pleurnicher pour dire les vieux politiciens là, ils nous marginalisent, les vieux politiciens là, ils ne nous considèrent pas, nos vieilles autorités, elles nous négligent. Ben, quand il y a les échéances qui arrivent là, vous avez 20 ans, vous avez 25 ans, ben, c'est là qu'il faut aller se présenter. D'abord, il faut aller voter, c'est un appel tout à fait patriote. Il y a des gens qui sont morts pour ces droits-là. Donc, quand vous avez le droit, le privilège de voter, c'est-à-dire de choisir qui peut vous représenter, que ce soit au niveau de l'avenue, au niveau du quartier, il faudrait que cette culture-là revienne jusqu'au sommet de la République. Il faut exercer votre droit. C'est vrai, on tombe tous dans un cynisme pour dire de toute façon, c'est toujours pareil, rien ne change, mais ce n'est pas parce que rien n'a changé par le passé qu'il ne faut plus rien tenter. Je pense que c'est à force d'insistance que les choses vont finir par venir. C'est à force, ce renouvellement-là de la classe politique dont on parle, c'est pas seulement le renouvellement dans l'âge. C'est vrai, il faut que ce soit visible dans l'âge, qu'il y ait de plus en plus de jeunes, que quand tu vas voir ton bourgmestre, tu te retrouves en train de parler avec quelqu'un de ta génération ou à peine plus âgé que toi. Du coup, ça casse un peu une certaine barrière et non en train de parler avec un vieillard qui a peut-être rendu de bons et loyaux services à la nation, mais qui n'est plus en phase avec les problématiques de l'heure. Voyez-vous, quand vous vous adressez à que ce soit le chef de quartier ou que ce soit un élu provincial ou national, même votre président de la République, votre premier ministre, il faudrait que ce soit quand même des gens qui vous ressemblent, que ce soit par l'âge ou la génération. Vous pouvez quand même tenir un discours, ils comprennent certains enjeux de l'heure. Donc voilà, c'était pour moi un appel salutaire et moi aussi je le relais. Moi je dis chaque jeune, voilà, si vous avez l'occasion, il faut vous exprimer dans les affaires de votre pays. Alors, le président a aussi parlé, a aussi appuyé sur l'éradication du tribalisme et, et, et ça, c'est tout à fait valable comme point de vue. Je pense que c'est encore, quand on y fait attention, c'est encore plus fort qu'on le croit, cet enlisement tribal dans notre pays. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, je crois savoir d'où ça vient, mais je ne sais pas comment on ne fait rien pour endiguer cela. C'est quand même une tare, cette affaire. C'est-à-dire, il y a des endroits, ça devient généralisé où on ne peut rien faire sans considérer la tribu de la personne. Moi, je ne me rappelle pas. Franchement, je suis conscient des tribus congolaises, mais chaque fois que j'ai recruté, par exemple, quelqu'un, soit pour travailler dans ma petite entreprise que j'ai créée au Congo, ou en tant que responsable, parce que j'étais cadre de direction, responsable dans une grande entreprise aussi, pour recruter, que ce soit un stagiaire ou interviewer quelqu'un qui viendra comme collègue dans l'équipe. Ça n'a jamais traversé mon esprit, une fois après avoir lu le CV, de vérifier pour savoir exactement, pour sûr, d'où vient cette personne, de quelle province est-elle. Enfin, il y a des noms, ça sonne, il y a des noms qui, allez, vous vous trompez pas. On connaît tous notre pays. Quand tu entends un nom, tu te dis, ça doit être de telle province. Mais associer cela à un recrutement professionnel, associer cela à une association dans les affaires,
moi je trouve qu'on est quand même tombé sur la tête. C'est quand même ça ne devrait jamais être toléré, les amis. La méritocratie devrait primer. Maintenant, dans la politique, vous savez, on a un pays tellement divers, il faut toujours tenir compte des équilibres sociaux, ethniques, etc. Bon, c'est une des complexités qu'on a héritées de l'histoire, donc quelque part, parfois, à certains endroits, ça se justifie, que l'on regarde, que l'on se dise que voilà, on a quelqu'un de tel espace linguistique, on a déjà quelqu'un de tel espace culturel ou ethnique, peut-être que pour la cohésion sociale, il faudrait ajouter quelqu'un de ci ou quelqu'un de là. Ça se fait un peu partout, il y a de la discrimination positive, et on parle de minorités visibles dans certains pays en Occident, on parle de... Oui, mais quand ça devient le seul critère par lequel on doit choisir, on se dit qu'il n'y a plus d'espoir sur cette terre. Il n'y a plus d'espoir dans cette vie, dans ce monde. Donc, retour à la méritocratie. Certains me diront que le chef de l'État devrait lui-même déjà donner l'exemple. Et je dirais que vous avez raison, parce que beaucoup de choses se disent dans les nominations qui sont faites, dans les mandataires publics, etc., etc., estimant que quand vous regardez à la loupe, c'est un certain espace qui est surreprésenté, un certain espace tribal ou linguistique qui est surreprésenté, et on a eu comme ça toujours des répétitions de ces choses. Les erreurs du passé ne sont pas du tout on ne capitalise pas du tout dessus. C'est toujours, c'est notre tour, c'est notre tour, c'est notre tour. Je pense qu'on a un pays aussi vaste, aussi varié, aussi mosaïque que le nôtre, avec toutes ces cultures qui cohabitent, toutes ces langues, toutes ces ethnies qui cohabitent tant bien que mal depuis la nuit des temps. Il faut toujours faire un effort pour qu'il y ait cette inclusivité-là. Si ça se fait bien, moi je dis chapeau. Si ça ne se fait pas bien, s'il vous plaît, nos dirigeants, rectifiez le tir. Que l'on ait des soubresauts, que l'on ait des remous, que l'on ait des réclamations après surtout des nominations très publiques parce qu'on pense que la personne n'était pas la plus qualifiée, qu'il y en avait une autre qui n'a pas été reprise, ça se discute. Mais que l'on ait systématiquement des réclamations parce que c'est on estime qu'il y a une tribu où il y a un espace social, socio-linguistique qui est le plus ou socio-ethnique qui est le plus représenté. Moi, je pense que ça ne nous avance pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un problème rédhibitoire? Est-ce que c'est un problème infranchissable? Est-ce que c'est un problème que nous n'arriverons jamais à gommer, qui fait partie de notre ADN pour un pays qui a autant de centaines d'ethnies et de langues et de villes et de villages? Est-ce qu'on ne peut pas traverser, on ne peut pas commencer à bouger dans la bonne direction? Dites-nous. Mais c'était très encourageant d'entendre le président de la République marteler sur ce point. Je pense que ça a tout au moins valeur d'exemplarité. Maintenant, j'espère que lui aussi, de là où il se trouve, va très, et ça c'est une demande que je vais faire très respectueusement, qui veille à ce que ce soit dans ses nominations ou dans son entourage, qu'il n'y ait pas des soupçons de ces choses. Parce que le fait qu'il le dise, sa voix porte, c'est notre papa, c'est notre père, c'est notre chef de l'État. Et maintenant, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où on se dise, allez, faites ce que je dis et non pas ce que je fais. Parce que quand vous êtes un enfant, il n'écoute pas ce que vous lui dites. Un enfant, il voit ce que vous faites. C'est tout. Il voit ce que vous faites et puis il répète ce qu'il a vu papa faire. Donc c'est ça, qu'il y ait de l'exemplarité à tous les échelons de notre leadership et de nos dirigeants à partir du sommet. Ce serait très inspirant, ce serait bon pour notre pays. Voilà. Alors, ceci dit, les amis, je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses qui, moi, m'ont fait kiffer, qui, moi, m'ont fait vraiment aimer cet événement. J'ai même aimé toutes les polémiques qui se sont dites dans les arts côtés. C'est bien, ça fait partie de notre vie en société. Mais j'aimerais relever un ou deux points qui, à mon avis, et d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, et ça fait partie de mon parti pris parce que ça, c'est un numéro où je fais pas dans la gueule de bois, j'essaie de donner un avis tranché sur ce que je pense de ce qui se passe dans mon pays. Premièrement, les amis, j'aimerais d'abord dire que je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait une grande représentativité dans ce forum. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que si vous êtes jeune à Kambove, à Lubudi, à Lubumbashi, à Kindu ou à Ubundu, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été associé dans cet événement?
Parce que je sache, ça n'était pas le président de la République qui s'adressait à la jeunesse quinoise. C'était le président de la République qui s'adressait à la jeunesse congolaise. Par la force des choses, ça s'est passé à Kinshasa, qui est la ville-province, la capitale, ville-province de Kinshasa, la capitale, le siège des institutions et l'endroit où il était. Est-ce que on peut espérer qu'un événement similaire, prochainement, il se tiendra à Bukavu ou à Mbandaka ou à Likasi, le chef de l'État qui se déplace et qui réunit, voilà, les jeunes de Likasi ou les jeunes de Kolwezi ou les jeunes de Mbujimaï ou les jeunes de Lubudi ou les jeunes de Manono ou les jeunes de Kananga. Et il s'adresse à la nation comme ça s'est fait. Il y a quand même une grande salle dans toutes les villes que je viens de citer. On peut en trouver dans la plupart d'entre elles. On peut organiser un. Est-ce que ça peut devenir rotatif? Ou est-ce qu'il y a comme un certain complexe des jeunes de Kinshasa se disant de toute façon c'est notre président, nous on va parler avec lui et puis ce qu'il nous dira là, on va repercuter dans le pays et les autres ils finiront par l'apprendre. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que ça aurait pu être beaucoup plus représentatif? On a 26 provinces, on a 145 territoires. Est-ce qu'on a tenu compte? Peut-être que ça a été fait, moi je n'ai pas eu l'impression. J'ai suivi dans beaucoup de commentaires, par exemple, il y a quelqu'un qui dit dans les réseaux sociaux, oui, ça a été fait. Il y a quelqu'un qui s'est plaint, comme je viens de le faire, que ce ne soit pas assez représentatif. Et il y a quelqu'un qui a répondu, rapprochez-vous de vos institutions de jeunesse parce que il y a eu ça. Donc vous avez tort de vous plaindre parce que je rappelle que ça a été organisé aussi en partenariat avec le ministère de la jeunesse, la jeunesse. Mais je me dis, moi, j'ai pas eu l'impression que c'était tout à fait représentatif. Est-ce que les jeunes de la diaspora étaient concernés? Où on pense que non, ce sont des sous-Congolais qui, de toute façon, eux, ils sont là-bas, ils sont au Kenya, ils sont en Éthiopie, ils sont en Europe, ils sont en Amérique. Bon, ça va, ils apprendront ce que ce sera dit entre nous et notre Père. Est-ce que ça a été fait? Si oui, je ne dis pas que ça n'ait pas été fait, mais si vous, vous en savez plus, dites-moi. Dites-moi en commentaire ce qui a été fait pour rendre cet événement inclusif des 26 provinces plus la diaspora. Moi, je n'ai pas eu cette impression-là. Peut-être que je me trompe, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. La deuxième remarque que j'aimerais faire, j'ai eu comme l'impression que c'était assez chaotique, les amis. Je ne sais pas si vous avez suivi les images. Moi, j'ai suivi toute la séance. C'était quand même assez chaotique. Alors, qu'on soit excité de parler à son président de la République, surtout que c'est assez inédit, que ça se passe pas tous les 4 matins, pourquoi pas? Et je rentrerai même pas dans la, dans la relative polémique de dire, mais waouh, on a, parce que partout où la caméra promenait, bah, il y a des gens qui demandaient peut-être à raison, mais jeunesse en RDC, c'est jusqu'à quel âge? Parce qu'il y avait vraiment des têtes qui ne faisaient pas jeunes du tout, pardonnez-moi. Il y avait vraiment des gens même qui avaient l'air plutôt vieux, mais voilà, s'il y avait un seul jeune dehors qui n'a pas pu rentrer, et il y avait autant de papas que moi j'ai vu là-bas et de mamans, de vieux papas et de vieilles mamans que j'ai vu dans la salle, c'est qu'il y a quand même problème. Mais au-delà de tout ça, c'est pas parce que on est jeune qu'on doit être désordonné, qu'on doit être désorganisé. Il y avait des... En fait, c'était difficile de suivre le discours. C'est-à-dire, à chaque phrase, il y avait des... C'était pas au stade que je sache. C'était quand même dans un endroit solennel, dans un temple de la démocratie de notre pays. Donc, il y a un temps pour les acclamations, quand le chef arrive, quand le papa rentre, peut-être pour la clôture, peut-être dans quelques intermèdes. Mais c'était comme tout le temps, sans discontinuer, des gens qui tapotaient, des gens qui chantaient des hymnes, même lorsque le président de la République a demandé 1 minute de silence. C'est le moment où certains ont trouvé, c'est le moment que certains ont trouvé propice pour crier, lancer des slogans. C'est quand même, moi je trouve qu'on a quand même passé un cap, une ligne rouge. C'est pas possible. Parce que ça m'indigne, pourquoi? Parce que tout ça, ça nous défavorise à la fin. Ça ne fait que ce cliché nous colle à la peau. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit être désorganisé. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit être des animateurs, des ambianceurs, des chauffeurs de salle.
Et puis après, il ne faut pas s'étonner quand nous, on nous appelle, nous jeunes, on nous appelle que quand tout est fait, le partage du pouvoir est fait et tout ça, on dit, vous allez faire l'animation des partages, parce que vous chantez bien, vous animez bien. Non, on chante tous bien au stade. On appuie notre équipe préférée, on fait tout ce qu'on a à faire, mais quand on est devant le président de la République, devant des allocutions relativement solennelles, mais à un moment, on se tait, on la ferme, dis donc. On écoute, on applaudit quand c'est le moment d'applaudir. J'ai trouvé que c'était un peu trop chaotique. Dites-moi ce que vous en pensez. Et qu'on soit excité, je dis encore une fois, pas de souci. Si j'étais dans la salle, j'aurais peut-être aussi pu être relativement emporté par l'excitation, par la solennité de l'événement, par l'importance d'avoir un président de la République qui est à l'écoute, etc., etc. Mais c'est pas parce qu'on a dit le président de la République rencontre les jeunes que le président de la République doit venir s'attendant à rencontrer une meute de désordonnés qui ne savent même pas se taire quand ils parlent. Moi, je n'ai pas trouvé ça ni respectable, ni responsable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue? Peut-être que j'exagère, peut-être que je commence à virer sur les bordures de la jeunesse et je suis en train d'entrer dans une autre étape, mais franchement, une occasion de s'entretenir avec son président de la République, ça n'est pas une occasion pour venir faire, voilà, j'allais utiliser un mot, mais bon, je vais pas utiliser ce mot-là, je ne vais pas être méchant plus que, plus que nécessaire. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait des dérives et on devrait quand même apprendre à se respecter, surtout à donner une certaine importance et solennité à l'événement lorsque cela se justifie. Voilà, voilà ce que moi j'en ai pensé. Ah oui, un dernier truc. Ah, les amis, moi je suis toujours un peu. Est-ce que vous avez trouvé que c'était normal que l'hymne de l'UDPS soit chanté dans cette réunion-là, dans ce forum-là? Moi, j'ai pas trouvé approprié que l'hymne du parti au pouvoir soit chanté parce que ça n'était pas une réunion de l'UDPS. À moins que l'on dise que tous les jeunes du pays ont été convertis à l'UDPS entre-temps, je ne suis pas au courant. Je pense que les jeunes, dans un élan de patriotisme, devraient, là encore, je peux excuser ces interruptions un peu barbares, chanter l'hymne national. Moi, j'ai entendu l'hymne de l'UDPS chanter, je n'ai pas entendu l'hymne d'un autre parti politique. Et pourquoi? Ça n'était pas le moment, ni le lieu, ni l'occasion. Ce n'était pas un forum UDPS. C'était un forum pour que tous les Congolais communient avec leur papa, le président de la République. En passant, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de tolérance dans la salle. Je n'ai pas entendu des gens rouspéter, en tout cas pas à haute voix. Je n'ai pas entendu des gens siffler l'hymne de l'UDPS. Je n'ai pas entendu des gens se plaindre, parce que j'imagine qu'ici, il y avait des jeunes d'un parti politique ou qui s'identifiait à un parti politique qui est rival à l'UDPS. Peut-être qu'il y aurait eu en tout cas, dans les images que j'ai vues, je n'ai pas vu quelque chose de contre-productif de ce genre sortir. Donc, j'imagine que ça a été fait dans la tolérance. Et c'est tant mieux. Mais personnellement, j'aurais aimé, dans cet élan de patriotisme, voir les jeunes chanter l'hymne national plutôt que voir les jeunes chanter l'hymne de leur parti politique au pouvoir soit-il, dans une telle rencontre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, les amis? Dites-moi. Je vous écoute. Envoyez-moi les commentaires. Je regarde d'ailleurs s'il y a des commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle, c'est un multi-live. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur LinkedIn et nous sommes sur YouTube. Hmm? Dites-moi, vous qui êtes là, vous qui avez déjà signalé votre présence, je vous écoute, les amis, je vous écoute. Mais voilà, voilà ce que moi j'ai trouvé. J'ai pensé que c'était pas très cool. Moi, j'ai pas trouvé ça très cool. Et voilà, c'est ce que moi j'avais à vous partager là-dessus. Je souhaite à la jeunesse de mon pays, je souhaite à vous tous mes amis, les gens de mon réseau, mes contacts, mes amis professionnels, mes amis sociaux, mes amis virtuels, ben, que la jeunesse soit encore plus entendue, mais surtout que de telles plateformes soient suivies d'actions, soient suivies de choses concrètes pour que la prochaine fois que le président de la République va s'entretenir avec nous, de préférence à partir de Mbujimaï ou de Goma ou de Kisangani et pas toujours au même endroit, pour donner aussi l'espoir aux jeunes de ces endroits-là que voilà, euh, notre Père s'entretient avec nous tous. J'espère que ça va se passer comme ça.
Oui, merci beaucoup, Pascal. Je vois que tu dis que tu es absolument d'accord. Ben, écoute, je suis ravi que tu partages mon point de vue, mais parce que je trouve que voilà, le contraire, pour moi, ne serait pas concevable. Les amis, j'aimerais, pour finir, revenir juste un tout petit moment. On est en train d'atterrir pour ce parti pris, pour vous parler d'un petit kiff que j'ai eu aussi cette semaine sur le forum. Ah, j'ai oublié d'ailleurs de dire que le président de la République avait été honoré. Je pense qu'il avait été décoré champion de la jeunesse et tout. Très beau geste. Bravo aux initiateurs. Bravo à lui. Et il faut soutenir notre président de la République. Il faut soutenir nos institutions. Et moi, je ne parle pas de l'individu, je parle de l'institution parce que voilà, on a un pays où on doit apprendre à revenir sur les basics, à savoir redevenir patriote, nationaux, nationalistes, patriotes. On doit aimer notre pays. On doit aimer ceux qui ont eu la grâce, la chance de diriger ce pays-là. Et quand ils ne font pas ce que l'on veut, c'est dans les urnes qu'on doit s'exprimer. On doit les dégager dans les urnes, pas par l'incivilité, parce qu'une fois que quelqu'un est investi, qu'on aime sa tête ou pas, il a le pouvoir et donc on doit essayer d'accompagner parce que s'il réussit pour nous, il va réussir avec nous. Moi, je ne peux jamais me mettre à souhaiter que celui qui est président de la République, que ceux qui sont mes ministres, etc., échouent. Parce que s'ils échouent, ça veut dire qu'ils n'auront pas atteint leurs objectifs de desserte, de desserte en eau potable, de distribution d'électricité, de construction de routes. Ça veut dire que moi, j'aurais été privé. Donc moi, je veux qu'ils réussissent. Et s'ils ont fait des choses que je n'ai pas aimées, c'est aux urnes que je vais leur faire savoir pour qu'ils dégagent et que ceux que je vais aimer, eux, arrivent là-bas. Je pense que ce civisme-là, il pourrait être cultivé. On peut être d'accord ou pas avec nos dirigeants sans que toujours ça dérive dans de l'incivilité. Commentez, partagez, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion et pour ensemble éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. À bientôt pour d'autres discussions et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.